Alfred Thayer Mahan. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant il a marqué à jamais la stratégie militaire et la géopolitique moderne sur le plan maritime, à tel point qu'il est impensable de parler de ce thème sans le citer. Au programme d'aujourd'hui, notre invité Ilan Merouz, expert en géopolitique. Bonjour et merci de m'accueillir. Et moi-même, Enivan Dafi, votre commentateur favori, allant vous expliquer pourquoi le monde parle encore de Mahan. Qui est-il? Qu'a-t-il accompli? Sans vous faire plus patienter, commençons. Mahan était un amiral américain, né le 27 septembre 1840 et mort le 1er décembre 1914. Il a grandi dans une famille plutôt militaire. Son père était un enseignant à l'académie militaire de West Point. Orienté vers les mers, étudie à l'académie navale des États-Unis, puis s'est engagé pendant 40 ans dans la marine. À la fin de sa carrière, il devient professeur au Naval War College. C'est à ce moment qu'il développe ses théories sur la puissance et le contrôle maritime, qu'il nomme le Sea Power et le Sea Control. Vous pouvez noter qu'à cette époque, les grandes puissances voulaient étendre leur influence par la mer, notamment à travers les routes commerciales, coloniales, et pour prendre avantage durant les conflits, ce qui a grandement participé à l'élaboration de la pensée mahanienne. Cela le mène en 1890 à la publication de son grand ouvrage The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783. Et rien qu'en décomposant le titre, on comprend les enjeux et le fondement de sa pensée. La première partie du titre The Influence of Sea Power définit la mer non pas comme une frontière, mais comme une nécessité à la puissance. Évidemment à laquelle on ajoute les mots de Sir Walter Raleigh, explorateur britannique du XVIe siècle, disant que celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande la richesse du monde, et par conséquent, le monde lui-même. Pour cela, il identifie 6 grands facteurs qui déterminent la puissance maritime d'un pays: sa position géographique, la taille de son territoire, ses ressources naturelles, sa population, son esprit national et la qualité de son gouvernement. Soulignant l'avantage que représente un pays riverain, une flotte puissante, des bases navales bien placées, un peuple combatif et un gouvernement qui soutient le contrôle maritime. La seconde partie du titre, Upon History 1660-1783, correspond aux grandes guerres navales des XVIIe et XVIIIe siècles, plus précisément de la montée de l'Angleterre comme puissance navale jusqu'à la guerre d'indépendance américaine, autrement dit de la thalassocratie qui définit la montée en puissance et le déclin des pays depuis déjà plusieurs siècles. Et son œuvre aura un succès immense. Aux États-Unis par exemple, son livre est lu directement par les responsables politiques. Ainsi, le Congrès augmente massivement le budget naval entre 1907 et 1909, permettant la formation de la Great White Fleet, composée de 16 cuirassés blancs, d'être montée. Et aussi l'acquisition de bases à l'étranger, aux Philippines, au Porto Rico et dans les Caraïbes, comme à Cuba par exemple. Mais l'influence de son œuvre ne se limite pas uniquement aux États-Unis. En Allemagne par exemple, l'amiral Tirpitz s'en inspire pour bâtir une flotte moderne entre 1898 et 1912, capable de rivaliser avec la flotte britannique de l'époque. Et au Japon, l'œuvre influence la modernisation de la marine, tout comme en Allemagne, facilitant la victoire spectaculaire de Tsushima en 1905 contre la Russie. Malgré tout ça, il faut tout de même savoir que Mahan, dont la pensée se base sur la suprématie océanique et la destruction de la flotte ennemie, n'est pas le seul à avoir fait des théories navales. Les Britanniques, avec Julian Corbett en 1911, définit la mer comme un instrument politique. À l'opposé de Mahan, il ne s'agit pas forcément d'anéantir l'ennemi, mais de maîtriser les communications maritimes pour soutenir la stratégie globale de l'État. Plus tard, entre 1929 et 1935, le français Raoul Castex parlera d'une stratégie combinant air, terre et mer. Il la nomme la théorie du perturbateur et montre comment la mer peut déséquilibrer les puissances occidentales, tout en soulignant que la politique doit primer sur l'économie. Ilan, pour conclure cette émission, je vais vous demander de répondre à la problématique, s'il vous plaît. Eh bien, je dirais que Mahan est toujours cité à ce jour car ce n'était pas un simple amiral. C'était un stratège visionnaire. Il a su démontrer que le Sea Power et le Sea Control étaient la clé de la prospérité et de la domination internationale. Et même encore aujourd'hui, quand on parle de la rivalité entre les États-Unis et la Chine
pour le contrôle du Pacifique, on entend l'écho de ces théories. Et ce, même si elles sont dépassées par les évolutions technologiques et les nouvelles dynamiques géopolitiques. Eh bien, notre émission touche à sa fin. C'était 5 minutes de géopolitique et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.